Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, vers la reprise des pourparlers de paix au Soudan du Sud. Annonce faite ce lundi 30 janvier dans un communiqué publié par le ministre des Affaires présidentielles. Pourparlers auxquels devraient prendre part les groupes d'opposition récalcitrants. Va-t-on vers l'exclusion de la République arabe sahraoui démocratique de l'Union africaine? Les signataires de l'appel de Tanger ont en tout cas transmis un livre blanc constituant la feuille de route du processus d'exclusion du Polisario au ministre des Affaires étrangères marocain. Ils ont été reçus par Nasser Bourita ce lundi 30 janvier. Et puis, professionnalisation du football au Togo avec la création d'ici 3 ans de 2 ligues de football professionnel de première division et de deuxième division. Une feuille de route annoncée par le ministère des Sports et la Fédération togolaise de football. Mais tout d'abord, la Somalie, le Kenya, l'Éthiopie et Djibouti veulent fournir davantage d'efforts pour optimiser la lutte contre le terrorisme. Les ministres de la Défense des 10 pays se sont réunis ce mardi 31 janvier à Mogadiscio, la capitale somalienne, pour discuter d'une stratégie commune de lutte contre le terrorisme, en particulier contre le groupe terroriste Al-Shabaab. Une réunion cruciale selon le ministre somalien de l'Information, Daoud Awais, pour stimuler les efforts régionaux de lutte contre le terrorisme. À noter que c'était la première rencontre du type à se tenir en Somalie depuis 2007, date à laquelle la mission de l'Union africaine a été mise en place dans le pays. Les discussions ont porté sur l'atténuation de la menace terroriste pour la sécurité régionale, en coopération étroite avec l'armée nationale somalienne, la mission de l'Union africaine en Somalie, l'ATMIS et les forces non ATMIS en Somalie. L'Éthiopie, le Kenya et Djibouti font partie des pays qui fournissent des troupes à l'ATMIS. Un sommet des chefs d'État de ces 4 pays s'est par ailleurs tenu ce mercredi à Mogadiscio. Pour rappel, la Somalie est en proie à l'insécurité depuis des années, Al-Shabaab et Daesh figurant parmi les principales menaces. Récemment soumis à de fortes pressions en raison des opérations de sécurité menées par la Somalie, le groupe terroriste Al-Shabaab a intensifié ses attaques dans le pays ces derniers jours, ciblant le personnel de sécurité, les bases militaires et les sites gouvernementaux. Le souverain pontife effectue actuellement un séjour en République démocratique du Congo, un séjour placé sous le signe de la réconciliation, selon le pape François, qui a été reçu en audience ce mardi par le président Félix Tshisekedi. Le pape François a dit vouloir contribuer à faire régner la paix sur le continent, un facteur majeur de développement. Ce mercredi, lors d'une messe, le chef de l'Église catholique a livré une homélie centrée sur la paix possible grâce à la force du pardon, à celle de la communauté et à celle de la mission. Selon les autorités, plus d'1 million de personnes ont participé à la messe du pape François qui a été organisée sur la piste de l'aéroport militaire de Ndolo. Après Kinshasa, c'est au Soudan du Sud que le pape va clôturer ce voyage en Afrique. Après une longue série d'affrontements, le Soudan du Sud annonce de nouveau la tenue de pourparlers de paix. Des discussions parrainées par la communauté catholique italienne Sant'Egidio, auxquelles devraient prendre part les groupes armés récalcitrants et des groupes d'opposition, dont le Front de Salut National et le Front Uni du Soudan du Sud. Pour Barnaba Marial Benjamin, négociateur en chef du gouvernement dans les pourparlers de paix, il est temps pour que tous les groupes d'opposition acceptent de retourner à la table des négociations. Le point sur la situation avec Marine Tolo. Le Soudan du Sud annonce dans les prochains jours la reprise des pourparlers avec les groupes d'opposition récalcitrants. Cette annonce a été officialisée le 30 janvier 2023 via un communiqué du ministre des Affaires présidentielles du Soudan du Sud et chef de la délégation gouvernementale, Barnaba Marial Benjamin. D'après le ministre, la stabilité est l'aspiration de tout le peuple. Il a souligné qu'il est temps que tous les groupes d'opposition acceptent de retourner à la table des négociations et fassent preuve de bonne foi. Si rien n'est fait, la crise sud-soudanaise risque d'être une crise oubliée, d'autant plus que l'agenda international aujourd'hui est plutôt orienté essentiellement vers le Darfour et la crise éthiopienne. Donc les Sud-Soudanais doivent s'accommoder très rapidement. Ça fait maintenant 2 décennies que nous sommes quasiment dans un contentieux qui porte sur des détails en réalité. L'essentiel aujourd'hui, c'est de permettre à cet État de se défendre.
loin notamment des manipulations et des turpitudes imposées par ses grands voisins en tant que tels. L'opposition s'interroge actuellement sur les raisons de cette reprise. Pour le porte-parole du Front uni du Soudan du Sud, Maloual Denyak, l'espoir du retour à une paix durable et entière dans le pays va reposer sur ces négociations dans la confidentialité et la sincérité des différentes parties prenantes. Toutefois, le responsable du Front uni du Soudan du Sud a réitéré l'engagement du groupe dans ses pourparlers de paix. Vous avez des groupes rebelles en réalité qui reçoivent des agendas de certaines puissances étrangères, notamment voisins au Soudan du Sud, qui n'ont pas intérêt que ce pays puisse prospérer en termes de souveraineté. Donc il est donc important aujourd'hui que l'arrivée du pape peut être notamment une aubaine pour que les hommes politiques et notamment les organisations militaires sud-soudanaises puissent également s'accommoder sur un plan consensuel de sortie de crise pour aboutir à des élections très prochainement. Rappelons que le gouvernement sud-soudanais avait suspendu les pourparlers le 24 novembre 2022, accusant les groupes d'opposition récalcitrants de manquer d'engagement dans les négociations. Pour certains observateurs sud-soudanais, cette reprise des négociations est liée à la venue du pape François le 3 février prochain dans le pays. Pour l'instant, aucune date officielle à laquelle doivent se tenir ces négociations n'a encore été annoncée. Les signataires de l'appel solennel à l'expulsion de la RASD de l'Union africaine, dit appel de Tanger, ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères du Maroc ce lundi 30 janvier, Nasser Bourita. Rencontre lors de laquelle le chef de la diplomatie marocaine a reçu le livre blanc constituant la feuille de route du processus d'exclusion de la République arabe sahraoui démocratique de l'Union africaine, entité qu'il désigne comme étant non étatique. Les précisions de Marcel Kouassi et Cheikh Oumar Kamara. Les signataires de l'appel de Tanger ont transmis lundi 30 janvier à Rabat au Maroc au ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine, M. Nasser Bourita, le livre blanc qui enclenche le processus d'exclusion de la République arabique, arabe sahraoui démocratique RASD de l'Union africaine, porté par plus de 30 États africains à travers les anciens premiers ministres et ministres des Affaires étrangères. Nous sommes confrontés à un problème très sérieux en ce qui concerne la question de la RASD. Elle n'est pas fondée sur la loi, car en ce qui concerne les autres mouvements de libération en Afrique, qu'il s'agisse du Sud-Soudan ou de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe ou du Mozambique, ces pays n'ont jamais été reconnus comme membres de l'État africain avant de devenir indépendants. Il doit donc y avoir un moyen légal de s'assurer qu'un État devient membre de l'Union africaine. L'élaboration du livre blanc de l'appel de Tanger, selon les signataires, vise à renforcer la cohésion et l'équité au sein de l'Union africaine en permettant à travers l'acte d'expulsion de la République arabe sahraoui démocratique de résoudre sur un plan diplomatique et pragmatique la situation dans la région du Sahara. Nous sommes tous conscients du dynamisme de la diplomatie marocaine. Ce livre blanc sera transmis prioritairement aux chefs d'État, aux décideurs, pour qu'ils l'examinent, afin que la démarche qui a été enclenchée puisse être expliquée à tous ceux qui devraient l'être. Livre blanc adopté à l'unanimité par les anciens premiers ministres et anciens ministres africains lors de la première réunion de suivi de l'appel de Tanger à Marrakech samedi 28 janvier, reconnaît que la présence de la République arabe sahraoui démocratique au sein de l'Union africaine constitue un obstacle à l'intégration africaine. Située dans la zone économique spéciale d'Nkok, l'usine baptisée Africa View a été inaugurée ce lundi 30 janvier par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. L'infrastructure estimée à environ 10 milliards de francs CFA est le fruit d'un partenariat public-privé entre GSEZ et la Société nationale de bois du Gabon, première du genre en Afrique centrale. Elle permettra d'augmenter le taux d'utilisation de la matière bois à travers la valorisation de l'ensemble des déchets issus de son processus de transformation. Découverte dans ce sujet de Roberto Barbe. Dénommée Africa View, l'usine de fabrication de panneaux de particules de bois inaugurée le 30 janvier par le président Ali Bongo va augmenter à hauteur de 90% le taux d'utilisation du bois exploité au sein de la zone de Nkok à 27 km de Libreville et par ricochet réduire le gaspillage.
Ceci passera par la valorisation des déchets issus du processus de transformation du bois, autrefois brûlé, une volonté de concilier le développement industriel, la gestion durable des ressources naturelles et le respect des engagements environnementaux et climatiques à l'échelle nationale et internationale. En prime, entre 750 et 1000 emplois seront créés pour les Gabonais rien qu'en 2023. Cette usine de fabrication de panneaux de particules de bois est le dernier maillon de la stratégie visionnaire initiée dès 2010 par le président Ali Bongo Ondimba avec la décision historique d'interdire l'exportation de grumes afin de favoriser l'essor d'une industrie du bois durable, génératrice d'emplois et soucieuse du renouvellement des ressources naturelles. Signe de l'importance de l'événement, c'est en présence de son homologue togolais, Faure Gnassingbé, présent au Gabon dans le cadre d'une visite de 48 heures, que le président gabonais Ali Bongo Ondimba a inauguré cette usine de fabrication de panneaux de particules de bois, la toute première en Afrique centrale. Africaview est dotée d'une capacité de consommation de rebut de bois d'environ 400 tonnes par jour, pour une production de 8750 m3 de panneaux par mois et un volume de 105 000 m3 par an d'exportation de panneaux de particules. Notre vision est d'exploiter durablement nos forêts afin qu'elles génèrent un impact positif pour le climat, pour la biodiversité et pour nos populations. Cette usine conforte un peu plus l'ambition du Gabon de se positionner comme un champion de l'environnement, non seulement au niveau continental mais mondial. Elle contribue également à accélérer la stratégie de diversification de l'économie du pays. Du tout pétrole au début des années 2000, le Gabon se dirige vers un modèle économique durable, inédit en Afrique, à même de profiter des grandes tendances que sont la transition énergétique ou l'électrification et la décarbonation de l'économie. Karim Kaboré est un jeune cycliste de 25 ans qui a décidé un matin de faire le tour de l'Afrique à vélo. Entre sensibilisation sur le réchauffement climatique et son désir de marquer l'histoire, l'Ivoirien avance sûrement dans son projet, déjà 19 pays parcourus en 9 mois. En escale à Yaoundé, capitale camerounaise, il soutient qu'il ne lui faudra pas plus d'une année pour atteindre le terminus de son périple, le Cap en Afrique du Sud. Un portrait signé Laetitia Mebenga. Venant du Maroc, il a déjà parcouru 19 pays en moins d'une année. Karim Kaboré est un petit prodige du vélo. Il parcourt environ 200 km par jour de voyage. Son objectif, faire le tour de l'Afrique à vélo. J'ai eu ce vélo quand j'étais au Maroc. Je travaille avec une femme arabe. C'est son enfant qui m'a ouvert ce vélo. Il m'a donné ce vélo gratuit. Depuis quelques jours, Karim est en escale à Yaoundé, hébergé par la communauté malienne du quartier Tinga, un quartier populaire de la capitale camerounaise. Dès son arrivée ici, on l'a bien accueilli, mais on ne savait pas ce qu'il faisait. C'est après qu'il nous a raconté son parcours, son vélo, même par téléphone même. Il nous dit combien de pays il a traversé. Bon, ça nous a fait un grand plaisir. Bon, de ça, nous sommes tous les jours ensemble, du matin jusqu'au soir. On n'a pas de problème. C'est le vivre ensemble. Camerounais, Maliens, Ivoiriens, nous sommes ensemble très bien ici. Sur le sol camerounais, Karim a fait de merveilleuses rencontres. En l'occurrence, celle avec Mohamedou, le réparateur de vélos qui a souhaité complètement remettre le vélo de Karim en état de mieux rouler, touché par l'initiative du jeune homme. Mais surtout, Karim a pu rencontrer l'ambassadeur de Côte d'Ivoire du Cameroun, Narcisse Aounou Manlan. Notre compatriote est en train de sensibiliser les uns et les autres contre la pollution de l'environnement et à travers les différents pays, ils prennent la paix. Vous savez que la Côte d'Ivoire a fait de la paix sa seconde religion et il faudrait que tous les pays africains convergent vers la nécessité de la paix. On dit sans la paix, il n'y a pas de développement. Donc c'est cet objectif-là qu'il est en train de faire à son humble niveau et nous l'encourageons, nous invitons les différents pays qu'il traversera à l'aider à atteindre son objectif. Ce courage, Karim le tient de ses parents. Très jeune, il migre pour plusieurs pays d'Afrique, Ghana, Mali, Mauritanie, ensuite Maroc, dans le but de réaliser son premier rêve, celui de devenir un professionnel de football. Après plusieurs projets infructueux avec le ballon rond, l'offre inespérée de ce vélo par un couple va marquer le début de ce grand périple. Après l'Afrique, Karim compte bien explorer à vélo d'autres régions du monde.
Le ministère des Sports et la Fédération togolaise de football vont lancer le processus de création de 2 ligues de football professionnelles de première division et de deuxième division d'ici 3 ans. Une période transitoire a démarré le 27 janvier dernier avec pour but de mettre en œuvre des mesures permettant l'autonomisation des clubs de football togolais, une étape dans la concrétisation de la nouvelle feuille de route gouvernementale concernant le sport portée par le président Faure Gnassingbé. Nathalie Mo. La professionnalisation du football togolais est en marche. Le ministère des Sports et la Fédération togolaise de football ont lancé le processus de création de 2 ligues de football professionnel de première et de deuxième division d'ici 3 ans. Une période transitoire a démarré le 27 janvier 2023 avec pour but de mettre en œuvre des mesures permettant l'autonomisation des clubs de football togolais. En professionnalisant le football au Togo, nous allons contribuer à le faire franchir un cap qualitatif important, avec en toile de fond les avantages et débouchés qui vont avec, tels que la sécurité sociale des joueurs, l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés des sociétés sportives. Rendre le football togolais professionnel vise un triple objectif, l'attractivité, la compétitivité et aussi la rentabilité. La ministre des Sports, Lydie Bessikama, a expliqué qu'il s'agit également d'une étape dans la concrétisation de la nouvelle feuille de route gouvernementale au sport portée par le président du Togo, Faure Gnassingbé. Le sport joue le rôle de pilier de la cohésion sociale, de la paix et de l'inclusion des populations dans le pays. Rendre le football togolais beaucoup plus attractif, compétitif et profitable aux joueurs et aux investisseurs actuels et d'en attirer de nouveaux. Le Togo a promulgué la loi fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives. Le texte prévoit que l'État et les associations sportives nationales concernées travaillent à la professionnalisation de la pratique des activités sportives au Togo en encourageant la création des ligues professionnelles. Durant la saison 2022-2023, 16 équipes vont disputer la 58e édition du championnat du Togo de football, au cours de laquelle l'association sportive de la Kosa Football Club va tenter de conserver son titre. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.